Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite les titres de ce journal. Le ministère de la Santé indique qu'il est en train de fournir davantage d'efforts dans le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de plus de 30 ans avec pour objectif d'atteindre la moyenne de 70% par rapport aux 25% actuels et c'est là au plus tard en 2030. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine sur la situation sécuritaire en RDC qui s'est clos samedi a notamment exigé le respect de tous les accords par toutes les parties impliquées dans ce conflit en vue du rétablissement de la paix à long terme dans la région. Alors qu'il célébrait la messe dimanche devant une assemblée de milliers de personnes, le pape François a supplié les Sud-Soudanais de se pardonner les uns des autres. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le ministère de la Santé indique qu'il est en train de fournir davantage d'efforts dans le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de plus de 30 ans, avec pour objectif d'atteindre la moyenne de 70% par rapport aux 25% actuels. Et c'est là au plus tard, en 2030, ces types de cancers se placent en effet à la deuxième position dans les différents types de cancers qui ont entraîné la disparition d'environ 6 000 à 8 000 personnes en 2020. Kassim Youssouf nous fait le point. L'activité de sport de masse de ce dimanche s'est focalisée essentiellement sur la problématique du cancer du col de l'utérus. Rutabana François et Ouzé Senga Joséphine estiment que ce cancer est un problème qui concerne tout le monde. En partenariat avec les partenaires du ministère de la Santé, le district de Gichumbi a placé environ 55 000 femmes dans le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus. 20 000 d'entre elles ont été dépistées et 600 ont présenté des symptômes. Nous avons atteint un effectif de 20 000 personnes en tant que RBC et nos partenaires. Parmi ces 20 000, on a trouvé que 600 commençaient à présenter des symptômes du cancer du col de l'utérus. Elles ont été soignées et sont guéries. Il y a 7 autres qui commençaient à avoir du cancer, mais de niveau inférieur, car il y en a 4. S'il est diagnostiqué alors qu'il est au niveau 1 ou 2, il est traité et le patient guérit. Elles étaient dans ces 2 niveaux et suivent actuellement un traitement pour arrêter sa prolifération dans d'autres parties du corps. C'est un signe que mettre en place ce programme dans les districts les plus touchés et ailleurs, parce qu'on le trouve partout, est possible. Nous sommes à 25% des zones atteintes et il s'agit d'un bon début, raison pour laquelle nous avons particulièrement pris cela en considération maintenant et au cours des années à venir. C'est possible de l'éradiquer parce que les jeunes ont été vaccinés et je dirais que cette catégorie a été immunisée, mais pour celles qui ont dépassé l'âge qui a été considéré, c'est donc les soumettre à temps au dépistage et leur accorder ces soins avant l'apparition du cancer, d'autant plus que c'est cher et que le patient ne guérit pas bien ou qu'il perd la vie. Le représentant de l'OMS au Rwanda, le Dr Brian Chirombo, indique que beaucoup d'efforts sont mis en place pour éradiquer le cancer du col de l'utérus au Rwanda. Good thing with Rwanda is we have very high political commitment. The First Lady has not only been a champion for here in country in Rwanda. Ce qui est bien avec le Rwanda, c'est qu'il y a une volonté politique au plus haut niveau, car la première dame Jeannette Kagame est au sommet non seulement ici au Rwanda, mais aussi à l'OMS. Elle est au sommet du programme d'éradication définitive du cancer du col de l'utérus. Le Rwanda a fait du progrès dans ses programmes de sensibilisation sur la vaccination contre le virus qui en est responsable. Il est parmi les pays leaders dans ces programmes, et notamment la vaccination des filles. Le pays a également déployé des efforts dans le dépistage d'un grand nombre possible. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on est en train de voir comment ce service pourrait être fonctionnel dans tous les districts et que chaque femme
puissent participer au dépistage. Woman by woman, screening them for HPV. Au Rwanda, en 2020, environ 8 835 personnes ont été affectées par divers types de cancers et 1 229 d'entre eux, soit 13,9%, souffraient du cancer du col de l'utérus, qui est en deuxième position après le cancer du sein, dépisté sur 1 237 femmes, soit 14% de tous les cancers. 25% des femmes de plus de 30 ans ont été dépistées et l'objectif est que, pas plus tard que 2030, au moins 70% des femmes soient dépistées. Entre 2011 et 2021, environ 1,3 million de filles de plus de 12 ans ont été vaccinées contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus et ce programme a déjà concerné 93%. Politique à présent, le sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté est-africaine sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo qui s'est tenu dans la capitale du Burundi. Ce samedi, c'est clos avec donc un certain nombre de résolutions, y compris un appel à toutes les parties impliquées dans ce conflit à respecter tous les accords qui ont été signés en vue du rétablissement de la paix à long terme dans la région, plus particulièrement dans la partie est de la RDC. Reportage. Alors que s'achevait le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine à Bujumbura, au Burundi, le secrétaire général de cette communauté a lu le communiqué sanctionnant ce sommet en présentant un certain nombre de résolutions prises par les dirigeants de la région. Il est demandé que tous les pays de la région qui ont accepté d'envoyer des troupes en RDC, comme indiqué dans l'accord, de mettre immédiatement en œuvre la décision sans délai. Ces pays sont le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Burundi. Et la RDC est également tenue de fournir une assistance afin que ces troupes puissent bien faire leur travail. Les dirigeants ont demandé que toutes les décisions prises par ce sommet soient appliquées telles que prévues. Un appel a également été lancé directement aux parties impliquées dans le conflit qui se déroule actuellement à l'est de la RDC. Les chefs d'État ont ordonné à toutes les parties impliquées dans la crise congolaise de se conformer à tous les accords convenus au niveau régional et international et de respecter scrupuleusement les instructions données par les chefs d'État de la région qui constituent l'organe suprême de cette organisation. Parmi les dirigeants régionaux présents à ce sommet, il y avait le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, qui avait ainsi répondu à l'invitation de son homologue burundais, le président Évariste Ndayishimiye, qui occupe actuellement la présidence de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ce sommet s'est déroulé alors que de vives tensions sont observées en ce moment à l'est de la RDC avec l'intensification des combats entre les forces armées congolaises FARDC et les rebelles de M23 sans signe d'apaisement, ainsi que la récente décision inquiétante des autorités de la RDC d'expulser 3 officiers rwandais qui étaient en poste au quartier général de la force régionale d'Afrique de l'Est à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Suite au sommet, les chefs d'État du Rwanda et du Burundi se sont également rencontrés pour discuter des relations bilatérales et de son renforcement. L'annonce publiée après le sommet a également souligné que le problème dans l'Est de la RDC concerne l'ensemble de la communauté et la seule issue est la voie politique et non la force militaire, raison pour laquelle les pourparlers de paix devraient être une priorité. C'est que le gouvernement de la RDC a malheureusement refusé de suivre, préférant blâmer continuellement le Rwanda comme le bouc émissaire de tous les maux qui ronge ce pays.
Alors, pour mieux décrypter cette situation à l'est de la République démocratique du Congo et les conclusions de ce sommet de Bujumbura, nous avons le plaisir de recevoir dans l'entretien de la semaine l'ambassadeur Mutabawa Joseph. Bienvenue donc à ce journal. Merci beaucoup, Patrick. Alors, vous avez suivi avec nous ces sommets qui s'est tenu à Bujumbura. Quelle lecture pouvons-nous faire des conclusions du sommet qui s'est tenu donc au Burundi? Merci beaucoup. Parlant du sommet, je crois que d'abord, la première lecture que je puisse en faire, c'est que c'était un succès. Succès dans le sens de la participation des chefs d'État. Donc, tous étaient là. Et celui qui n'était pas là physiquement était représenté, et très valablement, par son ministre. Donc ça, c'est la première lecture que j'en fais. Ça veut dire que tout le monde était là. Tout le monde était au rendez-vous, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, il y a de quoi dire que c'était positif. Une autre lecture que je fais de ça, c'est que c'est déjà lu dans les autres conclusions qui étaient prises avant. Ce n'est pas la première fois. J'espère que ce n'est pas encore un autre sommet qui va se rassembler encore une fois pour répéter la même chose. Mais les conclusions qui avaient tirées avant, à Nairobi comme à Luanda ou ailleurs, sont les mêmes qui reviennent en majorité. Mais la troisième lecture que je fais, c'est l'exception que je vois en train de venir dans les conclusions. L'élément dialogue politique. Donc l'accent sur ce dialogue politique, c'est quelque chose qui vient corriger pas mal d'attitudes ou de pratiques jusque-là diplomatiquement non correctes. Donc j'espère que ce genre de dialogue et le dialogue politique entre les parties concernées. Justement, si vous permettez, ambassadeur, les chefs d'État ont appelé donc à ces dialogues politiques sans exclusion. Or, on constate que le gouvernement de Kinshasa ne veut pas dialoguer avec le M23, qui reste quand même un groupe assez actif et qui met en difficulté ces troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas exactement la réaction, quelle a été la réaction du président congolais hier, mais si on dit il faut qu'il y ait cette fois-ci une confrontation, bon, pas confrontation, ça sonnerait assez, mais un dialogue politique. Ça veut dire que vous avez refusé de parler entre vous, Congolais, pendant longtemps, alors que vous avez beaucoup de groupes qui s'opposent au système. Maintenant, c'est le cas, c'est le moment de le faire, parce qu'on voit que la seule solution qu'on puisse avoir, c'est la confrontation des idées et le dialogue politique. J'espère bien qu'il a répondu positivement directement. Mais s'il ne l'a pas fait, il doit le faire avec tous les groupes qu'il y a. Malheureusement, comme on le sait, il avait toujours dit « Non, je ne vais pas dialoguer avec le M23, par exemple. » Mais alors, pourquoi vous amenez les autres 100 ou 150 à Nairobi et non le M23, alors que c'est votre groupe? Donc, ce dialogue politique va essayer de dissiper les nuages qu'il y avait autour de l'idée que le M23 s'était soutenu par le Rwanda. Donc j'espère que ça serait la fin de la chanson et qu'on puisse maintenant finir avec le concept de bouc émissaire. C'est le moment de confronter les problèmes et les résoudre de façon politique et de façon assez rapide parce que le dialogue est nécessaire. Oui. Alors, on a constaté aussi cette décision des autorités de Kinshasa d'expulser les officiers rwandais qui font partie du commandement des armées de l'Afrique orientale. Et c'est une décision flagrante qui nie tous les accords signés. Que réagissez-vous par rapport à cette situation? Ça, j'appelle cela une erreur technique au niveau diplomatique. Technique, pourquoi? Parce que les pays qui sont regroupés dans une alliance du genre
de la communauté de l'Est, des pays de l'Afrique de l'Est. Ils ont des accords, ils ont des protocoles, ils ont même l'accord de siège, comme on dit. Or, ces militaires sont dans le cadre des membres des corps armés qui sont rassemblés ensemble en venant de 6 pays pour faire un travail qui est donné par le secrétariat de la société. Alors, si la communauté a donné des instructions, si la communauté s'est mise d'accord sur des voies à suivre, il n'y a pas un seul pays qui puisse dire « je fais exception, je vais expulser les militaires d'un tel ou tel autre pays ». C'est une erreur monumentale. C'est pour ça que j'ai appelé ça une erreur technique en diplomatie. C'était pour être plus diplomatique encore une fois. Oui, donc, quand on remarque cette tension entre Kigali et Kinshasa, de notre côté, on remarque un rapprochement, un réchauffement des relations diplomatiques et politiques entre l'axe Kigali-Bujumbura. Bah, écoutez, on dit que dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais la loi physique, si on l'associe à des volontés aussi sociopolitiques, si on a un pays ou un chef d'État qui bouge de l'autre et qu'on a un autre qui vient pour dire, écoutez, non, c'est le moment de dire, de se rappeler que nous sommes des frères. Et nous devons être frères. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes des voisins. Donc, plus 1, moins 1, c'est 0. Donc, ça veut dire que la situation est là, mais il faudrait plutôt construire sur cette lancée pour essayer d'appeler celui ou ceux qui ne sont pas chauds dans ce genre de relation à pouvoir rejoindre les autres membres du groupe. Les conclusions du sommet de Bujumbura ont un air du déjà vu, avec des décisions qui se prennent, mais malheureusement qui ne se mettent pas en application. Quel espoir pouvons-nous avoir par rapport aux conclusions du sommet de ce samedi à Bujumbura? Bon, écoutez, l'espoir, je vois cet espoir dans les actions. Si la RDC, parce que c'est de la RDC dont on parle, si la RDC prend la décision et prend la position de dire ça c'est notre problème, ce n'est pas le problème d'inter au départ. Ça devient le problème de la région maintenant parce que le problème est né dans l'un des pays membres. Alors si la RDC dit à partir d'aujourd'hui, nous allons nous occuper de nos réfugiés, nous allons arrêter le dialogue, plutôt le discours de haine et de torture d'une communauté bien déterminée, la communauté rwandophone, et spécialement les Tutsis, ça serait dans le sens de dire oui, nous voulons aller de l'avant. Et en plus de ça, si on dit, écoutez, nous avons été prouvés ou accusés, pour être plus nuancé, nous avons été accusés, mais prouvés aussi, que nous avons collaboré et que nous collaborons avec des forces négatives, telles que les FDLR et les autres. Il y en a beaucoup. Ben, qu'ils cessent. Donc si on dit demain, le Congo a dit nous avons cessé de collaborer avec les FDLR et les Pareco et autres, alors c'est le début des solutions. À ce moment-là, on vous dira, ah, il y a des points positifs qui commencent déjà à venir. Si ça émerge de façon continuelle, ça veut dire qu'on aura un peu d'espoir de dire oui, on va sur le bon chemin, mais tout dépend de la volonté politique de la RDC et de son leadership. Et c'est le moment de le faire, parce qu'ils n'ont plus de choix, je crois. La région a pris ça à cœur, c'est un problème qui est devenu un problème de la région, qui doit être résolu au niveau de la région, et ça veut dire que les membres doivent écouter, voir et obéir. Merci beaucoup, ambassadeur Joseph Mutaboba. Je rappelle donc que vous êtes analyste politique et diplomatique et que vous avez occupé de hautes fonctions aussi bien au niveau national qu'international. Nous vous remercions de votre contribution. Restez à notre compagnie pour découvrir le reste de l'actualité au niveau national. Le Rwanda qui se prépare donc à ratifier les traités sur l'interdiction des armes nucléaires.
Les organisations œuvrant pour la promotion de la paix estiment que l'accélération de la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un pas important vers la construction d'un modèle paisible. Les détails avec Winnie Murunziz. En 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki ont été rasées par les bombes atomiques aux conséquences désastreuses. Pour l'abbé Théogène Yakaremye, fondateur de l'Association des jeunes de Saint-Charles, Luanga, qui milite pour la paix dans le monde, le XXIe siècle devrait être différent du XXe siècle qui a vu naître les armes de destruction massive. Les armes nucléaires sont des armes très très dangereuses. Elles ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki et jusqu'aujourd'hui, des conséquences sont encore là. À ce moment-là, il n'y avait qu'un seul pays qui avait l'arme nucléaire. Maintenant, il y en a plus de 5 qui ont ces armes. Une fois utilisées, les conséquences peuvent arriver même à éteindre la vie dans le monde entier. Alors, nous saluons l'initiative qui a été faite pour arriver au traité d'interdiction de ces armes nucléaires pour vraiment libérer de ce monde cette peur d'être anéanti par l'homme lui-même. Le traité a été adopté le 7 juillet 2017 par la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète, qui a eu lieu à New York du 27 au 31 mars et du 15 juin au 7 juillet 2017. Actuellement, 92 pays ont déjà signé le traité et 68 l'ont ratifié. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, cette coalition mondiale regroupant plusieurs centaines d'ONG, visant à mobiliser les citoyens de tous les pays pour inspirer, persuader et faire pression sur leur gouvernement afin de lancer et de soutenir des négociations en faveur d'un traité d'interdiction des armes nucléaires intensifie ses efforts pour passer plus de pays à adhérer à ce traité visant l'abolition des armes nucléaires. Pour l'abbé Théogène, voir le Rwanda ratifier ce traité est une bonne nouvelle compte tenu de son passé sombre qui a vu périr plus d'1 million de vies humaines lors du génocide des Tutsis en 1994. Nous avons vécu la catastrophe, le génocide perpétré contre les Tutsis, où plus d'1 million de Rwandais ont péri dans 3 mois. Le fait qu'il y ait une arme qui peut causer plus d'1 million de morts dans une seconde, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très sensible pour nous qui avons connu cette catastrophe. Donc, il est facile de comprendre plus que les autres que quelque chose qui détruit la vie en masse comme ça doit être éliminé au niveau du monde. Donc, le Rwanda devrait être parmi les premiers pays vraiment à comprendre et à signer ce traité pour donner cette contribution. Pour la jeunesse, parce que notre association, c'est surtout pour l'éducation de la jeunesse, et je demande à la jeunesse d'être conscient que le monde où ils sont en train de grandir, il y a un danger, les armes nucléaires. Alors, il doit prendre cette conscience et rejoindre la campagne d'éliminer ces armes pour que leur avenir soit vraiment assuré. Sinon, ils vivront toujours dans la peur. Le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération fait savoir que les instances habilitées font tout leur possible pour que le pays ratifie et signe le traité le plus vite possible, ajoutant que c'est un long processus, même si le Rwanda adhère à cette politique d'abolition des armes nucléaires. Winnie Murunziza pour la télévision rwandaise. Culture à présent, l'Académie du patrimoine culturel du Rwanda s'est fixée comme objectif de démontrer aux Rwandais, en particulier aux jeunes, la beauté de leur patrimoine, ce qui en fait l'un des piliers du développement économique du pays. Le but de promouvoir les patrimoines culturels et les industries créatives en tant que secteur pour l'emploi des jeunes et la création d'emplois, l'Académie du patrimoine culturel du Rwanda a créé un espace de formation de jeunes, le pôle du patrimoine du Rwanda.
Certains de ces jeunes déclarent être désireux d'utiliser les compétences qu'ils possèdent déjà pour le développement de leur patrimoine culturel, mais manquent d'informations à ce sujet. My biggest challenge actually was, okay, great, you know how to draw, but who are you to tell about the culture? Le principal obstacle est le suivant. Je peux dessiner et peindre, mais je ne suis pas doué pour raconter l'histoire. Et je n'ai pas les compétences nécessaires pour enseigner l'histoire à d'autres personnes. Comme vous le savez, l'histoire du Rwanda est vaste et nécessite des connaissances approfondies pour l'expliquer aux autres. Sorry on teaching about Rwandan culture. I was delighted because I was like, wow. Juvenal Sengimana de l'Académie du patrimoine culturel du Rwanda précise les avantages des hubs et ses ententes. Ces jeunes sont réunis ici pour que nous leur donnions plus de compétences sur notre patrimoine culturel. Nous jetons un regard sur nos trésors historiques, comment les préserver. Nous voulons que ces hubs soient des centres d'excellence et aussi que les jeunes y voient un moyen de générer des revenus pour leur développement et de contribuer fortement au développement de leur pays. Ce lieu de rendez-vous culturel a commencé avec 30 jeunes qui joueront également un rôle dans la sensibilisation des autres camarades jeunes à travers le pays. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent dimanche à notre compagnie.